Le titre m'étonnait dans le sens où même la troisième partie, enfin le seul vrai mensonge du livre, c'est le mensonge de la petite fille qui ment par stratégie, mais tout le reste n'est pas mensonge. Et notamment cette troisième partie n'est pas un mensonge. C'est une fiction, une histoire ou une vérité. Mais c'est vrai que ce titre mensonge, et encore plus parce qu'il est rapproché de cette idée des 10 justes qui soutiennent le monde, et il y aurait 10 mensonges qui soutiendraient l'histoire à venir. C'est étrange dans le sens où, moi j'entends songe, mais pas mensonge. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et après, bon ça c'est un retour pareil, un peu égoïste et de lectrice, hein, que vous en ferez ce que vous en voudrez, mais ce que moi j'entends beaucoup dans la dernière partie, la fraternité bien sûr, mais aussi une sensation très physique de la traque, qui, chez Aaron comme chez vous, est la chose qui physiquement me marque le plus. C'est vraiment là où ça m'imprègne jusqu'aux os, on va dire. Et qui est un truc, alors trick c'est un mot très laid, mais là clairement il s'agit d'un conte, vous n'avez jamais été tous les deux perchés sur un arbre, et néanmoins la sensation physique d'être un oiseau à abattre est extrêmement précise. Il y a quelque chose de la sensation du froid, de la sensation de l'obscurité qui protège mais qui peut être dangereuse, et presque de l'odeur du chasseur qui se rapproche, qui est, j'ai le mot étonnant qui me vient, mais un peu par défaut. C'est-à-dire que c'est hallucinatoire peut-être. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que j'ai écrit ces pages dans un état complètement, oui, de grande hallucination. Et j'ai vécu ce moment. Voilà. Je l'ai écrit et je l'ai vécu en l'écrivant et j'essayais de retenir les visions et les sensations en, voilà, en écrivant presque quasiment sans m'arrêter et je sentais que les mots couraient après tout ça. Donc je n'ai rien prémédité dans ce texte, je n'ai rien pensé à ce moment-là. Je me suis contentée de me laisser traverser. Justement, Aaron parlait des visions. J'ai eu la chance certainement d'en avoir à ce moment-là, pendant la rédaction de ce texte, et d'essayer de les retenir avec mes mots. Et pour moi, c'est très très important qu'il existe la trace de ça, justement, de ce qui peut unir deux enfants traqués et qui restent des enfants, qui ont peut-être un regard d'adulte parfois ou une connaissance de la vie qui est plus grande que celle qu'ils devraient avoir à leur âge, mais ils restent des enfants et surtout, ils ne sont pas seuls. Et c'est après Mensonge que Aaron a écrit Adam et Thomas. Et après des discussions qu'on a eues, et c'est très étrange parce que là-dedans et Thomas reprend aussi, enfin on a aussi deux enfants sur un arbre autrement, et c'est l'écriture d'Aaron évidemment, mais je pense qu'il y a quelque chose qui, voilà, dans les deux livres qui se répond peut-être. Pour nous dévoiler la fabrique de l'écrivain, qu'est-ce qui dans vos discussions aurait pu nourrir Adam et Thomas, comme la discussion entre Aaron Appelfeld et Lanzmann aurait pu nourrir Shoah? Alors je voudrais pas du tout m'attribuer ni la paternité, ni la maternité, ni la responsabilité d'un livre d'Aaron ou d'Adam et Thomas, mais lui-même disait qu'il avait certainement eu besoin d'atteindre. Il a écrit ce premier livre pour enfants et ce seul livre pour enfants à 80 ans, et il disait qu'il avait certainement besoin d'atteindre cet âge pour pouvoir retrouver quelque chose de l'enfance à hauteur d'enfant et quasiment uniquement à hauteur d'enfant. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose dans nos discussions qui l'a mené vers ça. Il y a quelque chose aussi auquel je pense, mais que je pourrais pas dire, parce que ça serait là aussi peut-être très impudique de ma part de le dire. Mais je pense qu'il y a eu des échanges, un échange en particulier, qui a peut-être accompagné Aaron, en tout cas dont il a dit que ça l'avait accompagné. Mais je pourrais pas dire quoi, parce que ça
Je sais pas, voilà, c'est entre nous et puis surtout, oui, ça n'a pas lieu d'être dit. Ça fait partie des cailloux que vous avez dans la poche, qui seront peut-être dans un troisième livre ou pas. Et ça me faisait penser au fait que tous les deux, vous avez une écriture qui vient d'abord du corps. Je ne sais pas si c'est le cas de tous les écrivains, mais en tout cas, chez vous, c'est très clair. C'est le corps qui écrit. Pour moi, écrire est un acte clairement physique et pas intellectuel. Et la seule chose que j'essaie de faire, c'est de trouver les mots pour épouser les sensations, les visions, mais ça se passe profondément dans le corps et c'est certainement la fréquentation de la voix d'Aaron, de sa présence, de son écriture qui a accentué ça et qui m'a fait prendre conscience de ça, de mon rapport aux mots qui passent par le corps, mais qui passent par le corps parce que justement, les premières sensations peut-être qu'on a sans doute partagées à des dizaines d'années d'écart, c'est les mots qui étouffent, les mots qu'on ne trouve pas, c'est toutes ces sensations physiques qu'on peut avoir quand on n'arrive pas à trouver les mots. Et je crois que c'est clairement ces silences-là, mais qui n'étaient pas des silences paisibles, qui n'étaient pas des silences à ce moment-là de contemplation, qui n'étaient pas des silences de paix, mais des silences d'impossibilité, de dire, qui se sont fichés en nous comme des éclats de bois, comme des clous rouillés, et toutes ces sensations très très physiques qui m'ont accompagné enfant et que lui décrit si bien. Je pense qu'elles sont là avec leur pendant peut-être plus doux, plus vivant, plus créatif, à partir du moment où les mots peuvent s'écouler. On attend que On attend qu'il passe. Je vais